Arnaud, bienvenue Arnaud dans cette session. Et je crois que c'est toi qui vas représenter ton petit groupe de co-auteurs, c'est ça? Tout à fait. Bonjour Corinne. Allez, Bonjour à tous. avec Vous m'entendez? plaisir, je t'en prie. Oui, C'est bon, super. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Arnaud Rivière, je suis enseignant-chercheur en marketing. Donc dans le cadre de ce projet, donc on s'intéresse donc à ces notions de consommation post-usage, notamment au travers d'un cadre d'analyse lié à la valeur perçue. Alors en propos liminaire, alors tu peux peut-être passer la diapo suivante, je lis s'il te plaît, merci. Désolé, on est à distance, nous aussi. Donc, comme l'illustre en fait le marché du textile de seconde main, qui est le marché qui nous intéresse. Donc, vous le savez, hein, l'économie circulaire, elle connaît un développement sans précédent, mais qui, dans le même temps, va susciter un certain nombre de préoccupations. À la fois des préoccupations sur le plan sociétal, puisque ça a été plus ou moins dit précédemment, hein, toutes les pratiques de réemploi et de recirculation ne se valent pas et ne sont pas toutes synonymes d'éco-responsabilité. Et dans le même temps, sur un plan plus managérial, on voit qu'il y a une concurrence accrue liée à la diversité croissante et d'alternatives et d'acteurs qui opèrent sur le marché de la seconde main, notamment avec le développement, bien évidemment, des plateformes digitales, du succès de certaines alternatives type friperie, brocante, de l'intérêt marqué des consommateurs pour certaines pratiques, telles que le upcycling par exemple, ou bien encore les nombreuses initiatives qui ont été lancées par les marques pour adapter leur business model au regard des enjeux du marché de seconde main. Et donc tout cela, en fait, donc ce contexte concurrentiel entre offreurs de seconde main, finalement, eh bien, nécessite pour ces derniers de renforcer l'attractivité de leur offre auprès des revendeurs cédants. L'idée étant de se dire qu'en ayant une offre plus attractive auprès des revendeurs cédants, eh bien, moi, opérateur de seconde main, je vais pouvoir me garantir un approvisionnement régulier, qualitatif et suffisant en produits de seconde main, et donc alimenter mon business model pour avoir assez de marchandises à proposer aux bénéficiaires, aux acheteurs de seconde main. Donc, notre problématique se situe vraiment au niveau donc, des opérateurs de seconde main qui veulent renforcer leur attractivité auprès des revendeurs cédants pour s'assurer d'un approvisionnement qualitatif et suffisant pour ensuite pouvoir redistribuer auprès des potentiels clients. Et donc tout cela nous amène donc à nous intéresser à la compréhension des décisions post-usage des consommateurs. Et donc tout le questionnement qui nous a intéressés par la suite, c'est finalement, une fois qu'un consommateur n'a plus l'usage d'un produit, eh bien, quels sont les mécanismes d'arbitrage à l'origine de ces décisions qui vont pouvoir le conduire tantôt à donner, ou bien à revendre, ou bien à réparer, ou bien à garder, ou bien à upcycler, etc., etc. On peut passer à la diapositive suivante, si tu veux bien, Julie. Euh, donc, dans la littérature, en fait, en marketing, eh bien, en fait, on voit que la littérature, elle s'est essentiellement concentrée durant toutes ces dernières décennies sur les phases d'acquisition et puis plus récemment sur les phases de consommation, d'usage d'un produit, et que lors de ces phases d'acquisition et d'usage d'un produit, il y a un cadre d'analyse qui a souvent été identifié comme un cadre d'analyse particulièrement pertinent pour appréhender ces décisions et comportements, c'est le cadre d'analyse de la valeur perçue qui permet d'éclairer à la fois les comportements d'achat et de consommation. Mais pour autant, on voit que ce cadre d'analyse de la valeur, il a été assez peu utilisé en phase post-usage. La raison étant que finalement, au global, en marketing, il y a eu assez peu d'intérêts qui ont été dédiés à cette compréhension de la phase post-usage. Et pour autant, on a quelques auteurs qui, au début, en fait, ont considéré la séparation avec l'objet. Donc, une fois que moi, consommateur, j'en ai plus l'usage, eh bien, bon nombre de consommateurs, pendant très longtemps, ont considéré cette séparation avec l'objet, à la fin de l'usage, comme quelque chose qui coûtait de l'argent ou de l'énergie, de l'effort au consommateur pour se débarrasser du produit. Et puis, plus récemment, avec les travaux notamment de Thur en 2014, on s'est rendu compte que la séparation, elle pouvait aussi être source de valeur pour le consommateur. Et donc, en cohérence avec ces réflexions, Dominique Créziac et ses collègues de l'IE de Savoie Mont-Blanc ont conceptualisé la notion de valeur résiduelle, qui est finalement la valeur que les individus vont accorder à un objet après son usage. Et en fait, cette valeur qui va être perçue à l'issue de l'usage au regard d'un produit va permettre d'expliquer des comportements post-usage.
Et par exemple, Dominique Créziac identifie trois facettes de la valeur. La valeur donc financière, enfin oui, la valeur financière qui fait référence aux aspects monétaires du produit. Est-ce que mon produit a une valeur de revente ou pas? La valeur utilitaire, est-ce que l'objet peut être encore utilisé pour un autre usage? Et la valeur affective, qui concerne tous les souvenirs personnels ou collectifs. Et notamment, Dominique Créziac montre que si la valeur affective du consommateur vis-à-vis de son objet est forte, eh bien, ça va plutôt l'orienter vers des comportements de stockage. Euh, Pardon, je veux bien qu'on revienne à la diapo Pardon, j'ai d'avant. voulu Je lis. anticiper. Et en fait, ces dernières années, il y a eu un certain nombre de modèles agrégés, agrégateurs ou intégrateurs pardon, qui se sont développés pour expliquer justement les comportements post-usage des consommateurs et le rôle de la valeur perçue a été fréquemment mis en exergue. Ce qui a amené un certain nombre de recherches à développer des conceptualisations sur la valeur perçue après usage, donc du point de vue des consommateurs, et donc après usage au regard de l'objet dont ils veulent se séparer. Alors, je veux bien qu'on passe à la diapositive d'après. Pour autant, en fait, ces travaux qui sont intéressés à la valeur perçue appliquée au post-usage, en fait, présentent un certain nombre de limites. Tout d'abord, les travaux qui sont intéressés à la valeur résiduelle perçue, donc à la valeur perçue du produit après usage, notamment les travaux de Créziac et Hall, en fait, montrent que la conceptualisation ou que l'approche du concept est très variable en fonction des secteurs d'activité, en fonction des travaux, puisqu'on voit que selon les travaux, la valeur résiduelle perçue, elle peut être conceptualisée avec un nombre de dimensions particulièrement variables, et la nature même de ces dimensions peut également varier. Par ailleurs, on voit que ces conceptualisations de la valeur résiduelle perçue sont généralement très parcimonieuses et donc ne bénéficient pas pleinement de la richesse du cadre d'analyse de la valeur. Par ailleurs, on voit que ces travaux se sont souvent intéressés soit à une pratique post-usage particulière, le don ou la revente, ou à un périmètre très restreint de pratiques, sans considérer tout un ensemble d'autres pratiques qui se sont fortement développées ces dernières années. On voit également dans ces travaux que finalement les auteurs sont soit intéressés à la valeur perçue post-usage au regard de l'interaction entre l'individu et l'objet, c'est typiquement le cas de la valeur résiduelle perçue. La valeur résiduelle perçue, c'est bien la valeur que je vais éprouver vis-à-vis de mon objet dont je souhaite me séparer. Et puis d'autres se sont plutôt intéressés à la valeur perçue, mais liée à la pratique. Est-ce que, de manière générale, est-ce qu'il y a des pratiques que je valorise de manière plus ou moins forte? Et par ailleurs, on voit que ces travaux qui se sont développés, finalement, accordent assez peu d'importance aux sacrifices perçus. L'accent est vraiment mis sur les bénéfices perçus, mais assez peu sur les sacrifices perçus. Et enfin, les conceptualisations qui sont proposées dans la littérature sont vraiment plutôt présentées sous forme de listing, donc une liste de bénéfices, mais pas vraiment structurée au sein d'un cadre d'analyse. Donc notre problématique sur la diapo suivante, notre problématique et notre question qui nous a animés, c'est finalement comment on peut mieux comprendre la nature de la valeur perçue post-usage au regard des limites de ces travaux existants. Et donc pour cela, donc, nous avons mené une méthodologie, nous sommes inspirés de la méthodologie des Wardrop Studies, qui permet d'associer à la fois les observations in situ et les entretiens individuels face aux penderies des consommateurs. Donc, nous sommes allés interroger les consommateurs chez eux, face à leurs penderies, pour les faire parler et observer aussi leurs pratiques et observer également la manière dont ils pouvaient stocker, ranger, ordonner leurs vêtements. Alors, je vous ai mis ici, mais je ne vais peut-être pas les détailler au regard du temps qui nous reste, mais cette technique des wardrobe studies présente un certain nombre d'avantages, notamment en termes de stimulation d'échange et pour également permettre de manipuler, pour les consommateurs, de manipuler leurs vêtements en même temps qu'ils puissent se livrer sur leurs pratiques. On vous a mis sur la diapositive suivante l'échantillon que nous avons interrogé. Donc, nous avons interrogé 20 personnes avec des échantillons, avec des profils assez variés, même si ces profils restent principalement féminins. Voilà. Mais voilà, c'est un travers que nous avons aussi repéré dans bon nombre d'autres études qui s'intéressent au textile de seconde main. Concernant les résultats, eh bien, en fait, concernant les résultats, nous avons donc identifié tout un ensemble de sources de valeur perçues à l'issue de la phase d'usage du consommateur au moment où le consommateur s'apprête à faire un choix pour prévoir une destinée
à son produit dont il n'a plus l'usage. Alors tout d'abord, on a vu qu'il y avait des sources de valeur qui étaient liées à l'interaction individu-objet. Et notamment, on retrouve les trois dimensions. Donc là, c'est la colonne centrale, valeur qualité, valeur financière, valeur affective. On retrouve les trois dimensions de Crésiacle, donc de la valeur résiduelle perçue. En gros, bah, en fait, ce que je vais faire de mon produit, ça va dépendre de la qualité de mon produit. S'il a une bonne qualité, je vais pouvoir le donner, par exemple, enfin le revendre, par exemple. Si la qualité est vraiment médiocre, bah, soit je vais le jeter, soit je vais en faire, je le donne sa clé, par exemple, pour faire un vêtement pour le jardin, notamment. Je vais également apprécier sa valeur financière. Est-ce qu'il a une valeur de revente ou pas? Et une valeur affective, est-ce qu'elle est forte ou faible? Est-ce que ce produit me rappelle un certain nombre de souvenirs? Si c'est le cas, bah, ça va plutôt orienter le consommateur à garder, à conserver ou à réparer son produit. Et si j'ai un faible attachement par rapport à ce produit, je vais plutôt plus facilement m'en séparer. Et puis on s'est rendu compte que il y avait aussi d'autres sources de valeur qui faisaient référence à d'autres phases, soit passées, soit futures, du produit. Par exemple, la destinée du produit va être aussi conditionnée à la valeur qui s'est formée au moment de l'achat. Par exemple, si le produit en question a une marque particulière, s'il y a une image de marque particulière de ce produit, si j'ai investi au moment de l'achat une somme importante pour ce produit, si j'estime que ce produit au moment de l'achat avait vraiment une forte valeur, une forte qualité d'excellence, eh bien, tous ces éléments-là vont pouvoir, au moment de la prise de décision post-usage, influencer mon souvenir, ma décision. Par ailleurs, si j'ai acquis et vécu une expérience particulière avec ce produit, il me renvoie à des événements particuliers, s'il est associé à des éléments de nostalgie, par exemple, ça va aussi pouvoir conditionner ma décision au moment post-usage. Et puis, au moment où je vais m'apprêter à prendre une décision, eh bien, je vais aussi m'interroger sur la valeur potentielle de mon produit. Par exemple, est-ce que, eh bien, notamment la valeur hypothétique, c'est le fait qu'un événement se produise. Un certain nombre de consommateurs nous ont dit, bon, bah, moi, je vais garder mon produit parce qu'au cas où, aujourd'hui, j'ai pris un peu de poids, je ne rentre plus dedans, mais au cas où, si je perds du poids dans les mois qui viennent, eh bien, je vais pouvoir le remettre. Donc, je le garde. Vous voyez, voilà, c'est un exemple de valeur anticipée et puis, un certain nombre de consommateurs ont également identifié un risque sur l'intégrité du produit, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt préféré le garder ou le revendre plutôt que le donner parce qu'ils avaient la volonté de faire perdurer le produit dans son état actuel et ils avaient peur que, en le vendant, par exemple, ou en le donnant, et c'était d'ailleurs souvent dans le cas du don, ils avaient peur qu'en le donnant, finalement, leur produit soit réduit en lambeaux, alors que eux, ils souhaitent vraiment que leur produit puisse maintenir son intégrité dans le futur. Donc voilà quelques sources de valeur. Je n'ai pas toutes les détaillées, mais voilà quelques sources de valeur liées vraiment à l'interaction individu-objet. Et puis à côté de ces sources de valeur liées à l'interaction individu-objet, on a également vu, conformément à la littérature, qu'il pouvait y avoir des sources de valeur liées à la pratique. Donc indépendamment du produit, là je vais plutôt valoriser la pratique. Alors la pratique, je vais pouvoir la valoriser au moment où je vais prendre ma décision. Par exemple, bah, je vais plutôt m'orienter vers la réparation parce qu'avec le bonus réparation, ça me permet de pouvoir percevoir une valeur financière. Je vais pouvoir, par exemple, plutôt m'orienter vers le don parce qu'en fait, bah, j'ai une association qui est près de chez moi, donc c'est plus pratique pour moi de donner plutôt que de revendre. Donc ça, c'est vraiment la valeur au moment où je vais prendre ma décision. Mais je vais peut-être également plutôt avoir une appétence pour le don parce que bah, pendant toute mon enfance, j'ai vu mes parents donner, moi-même j'ai été éduqué à donner, donc j'ai par tradition éducative, culturelle, religieuse, j'ai pour habitude de donner. Donc ça, c'est plutôt la valeur que vous voyez ici, ex ante. Et puis, je vais pouvoir aussi m'orienter plus, avoir une vision plus projective en me disant, bah, je vais plutôt m'orienter vers le don, par exemple, pour la valeur altruiste que cette pratique représente, parce que ça me permet de pouvoir cultiver un sentiment de venir en aide à plusieurs personnes qui peuvent être dans une situation vulnérable, par exemple. Ou bien encore, je vais pouvoir avoir un certain nombre et percevoir un certain nombre de sacrifices futurs potentiels, notamment en termes sécuritaires, c'est-à-dire que je vais parfois préférer plutôt donner directement à une association plutôt que de déposer mon colis dans un conteneur parce que bah, je perçois une insécurité perçue sur la gestion des produits dans ces conteneurs parce que un consommateur nous disait il y a souvent des vols dans les conteneurs de vêtements, donc je préfère plutôt donner à une association en main propre plutôt que dans un conteneur parce que je perçois un risque potentiel en termes de sécurité.
Et puis, au-delà de ces sources de valeur liées vraiment à l'interaction individu-pratique, on a également identifié des sources de valeur qui pouvaient être liées aux interactions entre l'individu, entre individus, soit entre l'individu et la personne qui m'a donné ou transmis le produit, ou soit l'individu à qui je vais transmettre le produit. Par exemple, eh bien, un certain nombre de consommateurs nous ont dit qu'ils percevaient une valeur affective relationnelle, c'est-à-dire qu'ils gardaient un certain nombre de vêtements par rapport à la personne qui leur avait légué le vêtement. Par exemple, j'ai eu un vêtement de mon père, de ma mère, celle-ci est décédée, eh bien, je garde ce vêtement en souvenir. Voilà. Ou alors, ça peut renvoyer à un souvenir interpersonnel, pas lié forcément à un événement particulier, mais plutôt à un souvenir que j'ai vécu avec une personne en particulier. Hein, par exemple, souvent, c'est le cas des souvenirs de vêtements d'enfants, en fait. Hein, puisque voilà, ça renvoie à des souvenirs avec mes propres enfants. Et puis, bien évidemment, ça peut aussi être des valeurs plus prospectives, notamment la valeur de transmission. Je vais plutôt garder parce que je veux transmettre ensuite à ma descendance en particulier, hein, ou je vais donner à telle personne pour vraiment avoir une continuation de moi-même au travers de cette personne-là. Voilà, donc en conclusion, en fait, sans rentrer dans le détail de ces différentes sources de valeur, mais en conclusion, donc sur la diapo suivante, cette recherche, en fait, elle a permis d'un point de vue théorique de pouvoir vraiment enrichir cette conceptualisation de la valeur perçue post-usage en essayant, au-delà de pouvoir identifier tout un ensemble de sources de valeur, de vraiment identifier deux critères de structuration de ces sources de valeur. On a vu qu'il y avait différents types d'interactions de valeur perçue post-usage qui pouvaient être liées soit à l'interaction entre l'individu et l'objet, ou avec la pratique, ou avec un autre individu, soit l'individu par qui j'ai obtenu le produit, soit l'individu à qui je vais léguer, céder le produit. Et puis, l'autre critère qui nous a paru également intéressant pour structurer ces sources de valeur, c'est vraiment le moment effectif de formation de la valeur. Ça veut dire que au moment où je vais prendre ma décision, il y a des sources de valeur que je vais percevoir au moment de la prise de décision, mais il y a aussi des sources de valeur que je vais, enfin, des sources de valeur qui font référence à des moments passés ou à des moments futurs. Et toutes ces sources de valeur vont intervenir dans ma prise de décision. Et puis l'autre apport théorique de cette recherche, c'est qu'on a essayé vraiment d'élargir le périmètre des pratiques, notamment en essayant de valoriser, enfin de prendre en compte tout un ensemble de pratiques, notamment la réparation, l'upcycling, le downcycling, la vente, le don, le prêt, etc., etc. Et donc, d'un point de vue pratique, eh bien, cette recherche, en fait, elle a à la fois des intérêts pour les acteurs publics, puisque ça permet, au travers des sources de valeur, d'avoir autant de leviers d'action qui permettent notamment pour les acteurs publics de promouvoir des solutions de recirculation donc éco-responsables. Donc, par exemple, plutôt promouvoir la réparation, donc le prolongement d'usage plutôt que la séparation. Et dans les pratiques de séparation, de favoriser plutôt le don que la revente par ailleurs. Et au niveau des acteurs socio-économiques, eh bien, ça donne aussi un certain nombre de leviers d'action à ces acteurs socio-économiques pour essayer de renforcer l'attractivité de leur offre auprès des cédants en matière d'approvisionnement. Et donc, par exemple, de pouvoir, pour les associations, d'agir notamment sur la valeur anticipée du don, de stimuler le plaisir du don, et puis en matière de communication, de pouvoir, à ces différents acteurs, eh bien, d'élargir leurs axes et leurs registres de communication, et de pouvoir également enrichir pardon, les discours de communication via les techniques du storytelling, par exemple. Et puis enfin, pour terminer, alors bien évidemment, cette recherche a un certain nombre de limites hein, qui peuvent constituer des voies de recherche futures. On s'est intéressé, vous l'avez compris, à une seule catégorie de produits, le textile. Il serait intéressant d'aller regarder dans d'autres catégories de produits pour voir si on retrouve cette diversité et cette structuration des sources de valeur. On a également une population qui est plutôt féminine, donc il serait intéressant d'aller vraiment chercher des profils un peu plus hétérogènes pour voir si ce qu'on a constaté peut également être maintenu avec des profils plus hétérogènes. On a essayé d'élargir les solutions post-usage prises en compte, mais il y a tout un ensemble de solutions qui n'ont pas été prises en compte, par exemple tout ce qui est offre de reprise, de take-back. Là, bien évidemment, vous l'avez compris, hein, c'est une approche exploratoire. La deuxième étape, c'est bien évidemment d'aller vers une approche beaucoup plus confirmatoire au travers d'une étude quantitative. Et puis, bien évidemment, on aimerait pouvoir intégrer toutes ces sources de valeur au sein d'un réseau nomologique qui permettrait à la fois de pouvoir comprendre les antécédents de ces sources de valeur, mais aussi et surtout de pouvoir comprendre et quantifier
les effets de ces sources de valeur en matière de comportement post-usage. Donc voilà pour cette présentation de nos résultats. Et donc je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation. Du coup, on a une vision assez complète hein, là, entre les deux présentations qui ont été faites sur ce projet de recherche. Vous pouvez peut-être enlever le partage pour qu'on se voit un peu mieux, je pense. Et est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance à nos collègues de Tours par rapport à ce projet très ambitieux? Et je pense effectivement qu'il pourrait s'aimer sur d'autres domaines d'activité, hein. Là, vous avez fait quand même un travail déjà très, même si tu le soulignes, c'est exploratoire, c'est quand même déjà, il y a des résultats qui sont déjà très exploitables, hein. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, c'est Marie-Noël qui lève la main. Marie-Noël, je t'en prie. Alors là, je ne t'entends pas. Je disais Voilà. bonjour à Arnaud et merci pour la présentation. J'avais juste une petite question. Alors évidemment, moi je ne suis pas dans du champ marketing, mais dans la manière de présenter les choses, vous abordez la décision comme étant le fait d'un individu. Donc sur la slide, c'est marqué le rapport de l'individu à l'objet, le rapport de l'individu. Mais en fait, il y a quand même aussi potentiellement euh, des décisions collectives. Et est-ce que comment vous l'avez intégré en fait dans les observations? Surtout au niveau, enfin, je pense à ça, comme beaucoup de mères de famille, l'usage du textile, hein, comme c'est aussi lié à l'image de soi, on a quand même aussi les problématiques de gens particulièrement consommateurs qui sont les enfants, les adolescents, qui sont quand même des prescripteurs de cette consommation-là. Et là, est-ce que vous avez abordé cette question-là ou pas du tout? Alors, on l'a abordé un peu, mais peut-être de manière un peu détournée. Enfin, dans nos observations, déjà, on a pu observer effectivement, alors, pas forcément dans la prise de décision, mais dans le comportement post-usage, il pouvait y avoir des répartitions de rôles entre le fait de je prends la décision de donner, je mets dans un endroit de la maison pour isoler les vêtements à donner, et ensuite la suite de la logistique est prise en compte par une autre personne du foyer, par exemple. Donc déjà, on a vu des organisations collectives, non pas dans la prise de décision en tant que telle, mais plutôt dans la mise en application de ces comportements post-usage. Donc ça, c'était assez intéressant de pouvoir mettre cela en place. Après, c'est vrai que le fait qu'on soit intéressé au textile, et encore une fois, c'est un biais de l'étude, hein, mais qu'on retrouve dans d'autres études, on peut y voir plein d'explications malheureusement, enfin d'ailleurs c'est un jugement de valeur, mais enfin sur le rôle et sur le partage des tâches hommes-femmes, mais n'empêche que c'est une réalité. On voit ici une prédominance de la prise de décision féminine. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en fait et vraiment on a voulu diversifier au maximum notre échantillon, et malgré tout, on a une prédominance forte des profils féminins. Et on s'est vraiment rendu compte que lorsqu'on avait interrogé les profils masculins, ils étaient pour un certain nombre vraiment dépendants de la validation quand il y avait un couple, homme-femme, il y avait vraiment une attente de validation de la décision par la mère de famille, par exemple. Donc là, il y avait un vrai enjeu intéressant. Mais au-delà de ces considérations-là, sur la prise en... Donc en fait, je pense que le secteur du textile en fait, diminue finalement le partage de la prise de décision. On a sûrement peut-être des prises de décision moins collectives dans le domaine du textile, peut-être, enfin, par comparaison avec d'autres catégories de produits. Pour autant, on a quand même pris en compte indirectement ces aspects d'influence externe par les sources de valeur. Quand on parle, par exemple, de valeurs, je ne l'ai pas détaillé ici, mais de valeurs sociales, par exemple, c'est bien, je valorise une pratique, par exemple, euh, enfin, par rapport au regard des autres, par exemple. Ou quand, par exemple, on parlait tout à l'heure de valeurs de la pratique, et notamment de valeurs culturelles, éducationnelles et religieuses, c'est bien en fait l'impact de mon éducation, donc l'impact des parents ou des principes qui m'ont structuré dans mon enfance et qui vont avoir un impact sur mon comportement actuel. Donc, en fait, ces éléments d'influence externe ont été pris en compte
au regard de la valeur, puisque la valeur est un jugement relatif, hein, donc c'est relatif par rapport à plein de choses, y compris par rapport à d'autres personnes ou à d'autres intervenants. Mais je crois que la catégorie de produits limite sûrement ce partage de la prise de décision, en fait. On voit, enfin, clairement, hein, quand on avait des propos sur les vêtements d'enfants, c'est vraiment principalement la mère de famille qui va prendre la décision ou pas de se séparer de ses vêtements d'enfant, par exemple. Merci. Et justement, juste par rapport à ça, parce que le post-usage, ça veut dire aussi potentiellement que le consommateur peut se transformer en producteur d'une certaine manière s'il sait réparer lui-même les produits. Et je trouve vraiment ça très, très intéressant, ce Ouais. changement de posture-là. Ce qu'on essaie de travailler aussi, c'est une vision un peu plus processuelle en fait, puisque alors là, c'est vrai que du coup, je vous ai présenté quelque chose de très enfin, un instant T, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de décision et il choisit une pratique, mais en fait, on a aussi constaté qu'il y avait des évolutions un peu processuelles dans l'adoption des pratiques, c'est-à-dire que je peux commencer d'abord évidemment par stocker, et puis peut-être après à vouloir réparer, et puis après à l'upcycler ou à le revendre une fois qu'il est réparé. Enfin, il y a tout un ensemble de combinaisons en fait de pratiques qui peuvent se compléter les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est aussi intéressant. Et il y a peut-être des tendances ici un peu nouvelles ou un peu différenciantes qui seraient intéressantes d'éclairer en fait. Et ce qu'on a essayé aussi de faire dans un papier qu'on avait publié il y a quelques temps, c'est aussi de mettre en regard ces sources de valeur, parce que là, je vous les présente vraiment d'un bloc. On avait vraiment essayé de les mettre en processus, en fait. Et c'est vrai que c'est aussi intéressant pour bien éclairer le processus de prise de décision, en fait, et oui, l'évolution de la prise de décision du consommateur. Et on voit par exemple que les sources de valeur d'interaction individu-pratique, en général, précèdent en fait les sources de valeur individu-objet. En gros, la valorisation de la pratique, c'est beaucoup plus stable que la valorisation de l'objet, forcément, puisque ça va être beaucoup plus conjoncturel, lié à l'objet en tant que tel. Merci, très intéressant. Eh bien, merci à tous pour cette participation à cette journée de recherche IAE France. On voit la richesse des contributions et la richesse des échanges.